La magie du magicien d'Oz n'a jamais été censée s'accompagner d'histoires d'horreur, mais derrière les chansons lumineuses et les couleurs chatoyantes se cachait une production remplie de douleurs, de panique et de secrets que le public n'était jamais censé connaître. Buddy Ebsen a passé 2 semaines piégé dans un poumon d'acier après que la poussière d'aluminium contenue dans le maquillage de Tin Man ait empoisonné ses poumons et l'ait presque tué avant même qu'il puisse filmer son rôle. Margaret Hamilton a subi de graves brûlures lorsqu'une explosion a mal tourné et que des flammes lui ont traversé le visage, laissant des blessures qu'elle a portées pour le reste de sa vie. Et tandis que le public voyait Judy Garland sourire dans le rôle de Dorothy, peu savaient qu'elle n'avait que 16 ans et qu'elle était déjà poussée au-delà des limites humaines, recevant des pilules pour se réveiller, des pilules pour dormir et une pression constante pour continuer à performer, quel qu'en soit le prix. Mais le plus grand mystère n'est peut-être pas ce qui s'est passé sur le plateau. C'est peut-être ce qui a disparu après que les caméras ont cessé de tourner. Les premiers montages du film auraient duré près de 20 minutes de plus que la version que le public a finalement vue, et lorsque les dirigeants du studio ont projeté cette version plus sombre, ils auraient pris des décisions rapides et impitoyables sur ce qui devait disparaître. Des scènes entières ont disparu. Des images étranges ont été coupées, et des rumeurs ont commencé à se répandre, selon lesquelles la MGM avait enterré du matériel qu'elle ne voulait jamais que le public voie. La question a persisté pendant des décennies, qu'est-ce que le studio avait exactement supprimé? Et pourquoi était-il si désespéré de l'effacer? La course qui a donné naissance au Magicien d'Oz a véritablement commencé en 1937, lorsque Walt Disney a changé Hollywood pour toujours avec Blanche-Neige et les 7 nains. Le film a stupéfié l'industrie en gagnant environ 8,5 millions de dollars sur un budget de seulement 1,5 million de dollars, prouvant ainsi que les histoires fantastiques pouvaient générer d'énormes profits. Les familles ont envahi les cinémas pour découvrir sa musique, ses couleurs et ses émotions, tandis que les studios rivaux regardaient avec une peur croissante. Aucun studio n'a ressenti cette pression plus intensément que Metro-Goldwyn-Mayer, où les dirigeants ont réalisé que Disney devenait rapidement le roi du divertissement familial. Louis B. Mayer a refusé de rester les bras croisés et de regarder Disney dominer. Il a ordonné à ses dirigeants de trouver une propriété fantastique qui pourrait rivaliser à une échelle encore plus grande. Ils ont passé en revue des contes de fées, des romans et des histoires pour enfants, mais un titre a continué à dépasser les autres, Le merveilleux magicien d'Oz de L. Frank Baum. Publié pour la première fois en 1900, le livre avait déjà un public dévoué et de nombreuses suites, ce qui le rendait à la fois familier et commercialement sûr. Mayer pensait que le film pourrait devenir quelque chose de plus grand que Blanche-Neige en combinant des acteurs live, des chansons inoubliables et des effets visuels que le public n'avait jamais vus auparavant. Le producteur Mervyn LeRoy est devenu l'un des plus grands champions du projet et a fait avancer le film avec une énergie implacable. Pourtant, dès le début, la production semblait instable. Les droits coûtent à eux seuls 75 000 $, un chiffre stupéfiant à une époque où de nombreux Américains étaient encore aux prises avec les conséquences de la Grande Dépression. D'autres studios recherchaient également activement la propriété et MGM savait qu'un échec serait humiliant. La pression pour vaincre Disney a créé un niveau de chaos qui a hanté la production dès le début. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que l'histoire a presque pris un chemin complètement différent des années plus tôt. En 1934, Samuel Goldwyn acheta les droits d'Oz au fils de Baum pour 40 000 $ et imagina l'histoire comme un véhicule de comédie pour Eddie Cantor. Il a imaginé Cantor jouant l'épouvantail dans une comédie musicale remplie de blagues, de routines comiques et de numéros de danse élaborés. D'autres discussions de casting bizarres ont suivi, notamment W.C. Fields dans le rôle du sorcier et Shirley Temple dans le rôle de Dorothy. Cependant, pendant des années, le projet est resté figé dans son développement. Tout a changé après que Blanche-Neige et les 7 nains soient devenus un phénomène culturel. Soudain, tous les grands studios voulaient leur propre empire fantastique. 20th Century Fox a poursuivi Shirley Temple pour Dorothy, tandis qu'Universal Pictures a exploré en utilisant Diana Durbin. La concurrence s'est intensifiée jusqu'à ce que MGM intervienne en février 1938 et paie 75 000 $ pour les droits, soit près du double de ce que Goldwyn avait initialement dépensé. Goldwyn est reparti avec un bénéfice important tandis que MGM a hérité d'un cauchemar de production.
Ray Bolger a finalement revendiqué le rôle de l'épouvantail, remplaçant entièrement la vision originale d'Eddie Cantor. Le ton du film s'est éloigné de la comédie bruyante pour s'orienter vers quelque chose de plus émotionnel et magique. MGM voulait que le public s'émerveille et ne se contente pas de rire des blagues. Cette décision créative contribuerait en fin de compte à définir l'héritage durable du film, mais elle nécessitait également beaucoup plus d'argent que prévu. Une fois les contrats signés, les dépenses ont explosé à un rythme alarmant. Les dirigeants qui étaient déjà nerveux à propos de l'accord de droit de 75 000 $ ont vu avec horreur les coûts grimper de plus en plus haut. Arthur Freed a défendu à plusieurs reprises le projet et a soutenu que les films fantastiques pouvaient réussir, parce que Disney l'avait déjà prouvé. Mayer a approuvé à contre-cœur l'augmentation des dépenses, mais sa confiance a continué à s'effriter à mesure que le budget devenait incontrôlable. À l'époque, la production de la plupart des films MGM coûtait environ 500 000 $. Le Magicien d'Oz a détruit cette norme. Arthur Freed croyait fermement que Judy Garland était parfaite pour Dorothy, tandis que Leroy considérait le film comme une opportunité déterminante pour sa carrière. La pré-production s'est accélérée après la conclusion de l'accord de février 1938, mais la pression financière a rapidement transformé l'enthousiasme en peur. Les dirigeants de la MGM ont commencé à réaliser qu'ils avaient peut-être pris le pari le plus coûteux de l'histoire du studio. Cette crainte s'est avérée justifiée. Le coût de production final a atteint environ 2,77 millions de $, et certains documents suggèrent que le chiffre réel s'est rapproché de 3,7 millions de $, après avoir inclus toutes les dépenses cachées. À une époque où de nombreux films ne coûtaient qu'un demi-million de $, les chiffres étaient stupéfiants. Des sommes énormes ont disparu dans les costumes, les effets visuels, les décors élaborés et les retards de production interminables qui refusaient de s'arrêter. Le superviseur des effets visuels, Arnold Gillespie, a été chargé de créer une magie cinématographique contrairement à tout ce que le public avait vu auparavant. La Cité d'Émeraude devait paraître énorme, même si une grande partie d'elle n'existait qu'à travers des décors peints et des illusions techniques. Les effets de fil, les doubles expositions et les séquences d'incendies dangereuses ont causé des problèmes à plusieurs reprises. Certaines explosions ont endommagé les costumes, tandis que d'autres ont forcé des reprises coûteuses qui ont repoussé encore plus le calendrier. Le maquilleur Jack Dawn a créé certains des looks les plus emblématiques du film, mais ces créations ont causé des souffrances aux acteurs qui les portaient. Le maquillage argenté de Tin Man est devenu un cauchemar à enlever tous les soirs. Le costume du lion lâche utilisait de la vraie fourrure d'animal qui provoquait des réactions allergiques douloureuses. Même la célèbre séquence du chant de Coquelicot aurait utilisé des effets qui ont rendu les acteurs malades pendant la production. Le tournage a duré près de 5 mois, alors que la plupart des productions se terminaient en une fraction de ce temps. Les changements de réalisateurs ont créé encore plus d'instabilité, obligeant à refaire les scènes à plusieurs reprises. Judy Garland a enduré d'innombrables essayages de costumes, alors que les créateurs luttaient pour perfectionner l'apparence de Dorothy. Plusieurs versions des pantoufles Ruby ont été créées avant que la conception finale ne soit approuvée, prouvant que même les plus petits détails visuels étaient accompagnés d'essais et d'erreurs épuisants. Lorsque le Magicien d'Oz arriva enfin dans les salles en 1939, le studio s'attendait à un triomphe immédiat. Cela ne s'est pas produit. Au départ, le film n'a pas réussi à gagner suffisamment d'argent pour couvrir ses énormes coûts de production, laissant la MGM profondément déçue. Ce n'est que des années plus tard, grâce à des rééditions et des diffusions télévisées, qu'il deviendra l'un des films les plus appréciés jamais réalisés. Et pourtant, le chaos financier n'est qu'une partie du désastre. Le scénario est devenu un tout autre champ de bataille. 12 scénaristes différents ont travaillé sur l'histoire à différents moments, et nombre de leurs idées ont été abandonnées avant le tournage des caméras. Des scènes entières ont été écrites, réécrites et abandonnées, alors que les dirigeants avaient du mal à décider à quoi Oz devrait réellement ressembler. Herman J. Mankiewicz a créé les premières versions qui se concentraient fortement sur le Kansas et ajoutaient un humour plus vif, mais il est parti, après des différends, sur le paiement. De nouveaux écrivains sont arrivés avec des visions complètement différentes. Certains se sont tournés vers la comédie, d'autres ont rempli les scripts de dialogues rimés et plusieurs versions ont modifié des parties importantes de l'histoire. La réécriture constante a laissé la production instable bien avant le début du tournage.
Noel Langley est arrivé d'Afrique du Sud avec l'espoir de prendre le contrôle de la création, mais il a découvert que Florence Ryerson et Edgar Allan Wolfe étaient déjà en train de réécrire une grande partie du scénario. Les premiers tests d'écran de 1938 semblaient étranges, maladroits et visuellement déroutants, y compris des versions bizarres de Munchkinland qui furent rapidement abandonnées. Lorsque le réalisateur Victor Fleming est intervenu plus tard, il a exigé des changements majeurs pour que le Kansas se sente plus calme, plus émotif et plus ancré dans la réalité. Mais à ce moment-là, le mal était déjà fait. Et derrière l'un des classiques les plus appréciés d'Hollywood, se cachait une production remplie de secrets, de souffrances et de chaos que peu de gens auraient pu imaginer. Les scénaristes non crédités ont continué à faire des ajustements pendant le tournage. Des bobines entières de séquences de tests ont été détruites parce que le studio ne voulait pas que le public voie les premières erreurs. Mankiewicz avait transformé de petits moments du livre en de longues séquences qui ralentissaient le rythme, et ces scènes devaient être coupées ou supprimées. Les scénaristes travaillaient souvent sans savoir ce que les autres avaient fait, mais de cette confusion sont nées des chansons comme Over the Rainbow et l'équilibre entre chaleur et aventure qui définissait le film. Les retards dans le scénario ont repoussé la production de plusieurs mois et ont ajouté de lourds coûts, mais ils ont lentement transformé l'histoire en quelque chose de durable. Le casting de Dorothy a créé une autre lutte. Shirley Temple figurait en tête de liste de la MGM en 1938. Elle n'avait que 10 ans et était déjà l'une des plus grandes enfants stars du monde. Le producteur Mervyn LeRoy la voulait vraiment, mais la 20th Century Fox a refusé de la prêter. Une idée commerciale compliquée est apparue selon laquelle Fox recevrait Clark Gable et Jean Harlow en échange de Temple, mais Harlow mourut subitement en 1937 et le plan s'effondra avant de pouvoir commencer. Temple est resté chez Fox et le studio a même réalisé son propre film fantastique intitulé The Bluebird, comme une sorte de réponse à Oz. Temple a ensuite plaisanté sur le fait d'avoir raté l'occasion de porter les pantoufles en rubis. Mais Judy Garland est entrée dans le rôle et a changé le film pour toujours. Diana Durbin s'en est également approchée. À 16 ans, elle était déjà célèbre pour sa voix chantée et se rendait à la MGM pour des tests d'écran. Sa performance a impressionné beaucoup de gens et elle a même magnifiquement chanté Over the Rainbow. Mais Louise B. Mayer a décidé qu'elle avait l'air trop mature pour le rôle. Il voulait que Dorothy paraisse plus jeune et plus innocente. Durbin est revenue chez Universal et a poursuivi sa carrière, mais l'occasion manquée lui est restée longtemps après avoir quitté Hollywood et déménagé en France. Judy Garland elle-même a failli perdre le rôle parce qu'elle avait 16 ans et plus que Dorothy dans l'histoire. MGM l'a forcée à effectuer des changements stricts pour la faire paraître plus jeune. Les costumes étaient conçus pour cacher ses formes et son apparence était soigneusement contrôlée. Les réalisateurs l'ont poussée à se comporter davantage comme une enfant pendant les répétitions. Garland n'a pas toujours apprécié le processus, mais sa voix et ses émotions ont donné vie à Dorothy d'une manière que personne d'autre ne pouvait égaler. Ray Bolger a mené sa propre bataille pour le rôle de l'épouvantail. Il aimait le personnage depuis son enfance, après avoir regardé des représentations sur scène et pensé que le rôle lui appartenait. Au début, il incarnait Tin Man, tandis que Buddy Ebsen se préparait à jouer l'épouvantail. Bolger a protesté encore et encore jusqu'à ce que le producteur Mervyn LeRoy accepte finalement de les échanger. Bolger a rempli le rôle avec une danse libre et des mouvements ludiques qui sont devenus l'un des éléments les plus mémorables du film. Le magicien d'Oz a commencé son voyage loin des lumières d'Hollywood, dans un petit endroit appelé Oconomowoc dans le Wisconsin. Le 12 août 1939, le film fut présenté en première au Tiny Strand Theatre, un test discret pour un film dont MGM craignait l'échec. Le studio avait dépensé 2,7 millions de dollars pour le réaliser, plus d'argent que n'importe quel film auparavant, et il craignait que le public n'accepte pas un autre fantasme après que Blanche-Neige ait déjà établi la norme. Ainsi, au lieu d'une grande ouverture dans une grande ville, ils ont choisi de petites villes comme Oconomowoc et Kenosha à proximité, où ils pouvaient tranquillement voir comment les gens réagissaient. La ville avait de petits liens avec le film, ce qui rendait le choix naturel. Le compositeur Herbert Stothart passait ses étés à proximité du lac Okauchee et Maynard Rabe, le petit acteur qui jouait le coroner Munchkin, venait de Watertown à seulement 30 miles de là. À l'écran, il a parlé pendant moins de 15 secondes pour déclarer la méchante sorcière morte,
Mais en ville, il était déjà une curiosité locale. À la sortie du film, les gens ont occupé chaque siège pendant 5 jours consécutifs. La foule a applaudi, et la réaction la plus forte est survenue lorsque Judy Garland a commencé à chanter « Over the Rainbow ». MGM a rapidement renvoyé ses rapports élogieux en Californie, et quelques jours plus tard, le film a été présenté en grande première au Grauman's Chinese Theatre à Hollywood puis à New York, avant sa grande diffusion le 25 août. Tout semblait être un succès, mais les chiffres racontent une toute autre histoire. Le film a rapporté environ 3 millions de dollars dans le monde et s'est classé au 3e rang des sorties les plus importantes de 1939. Mais la MGM a quand même affirmé avoir perdu 1 million de dollars. Les coûts étaient devenus incontrôlables pendant la production. Les réalisateurs allaient et venaient, dont Victor Fleming, parti au milieu pour travailler sur « Autant en emporte le vent ». Buddy Ebsen a failli mourir après avoir respiré la poussière d'aluminium provenant de son maquillage d'homme de fer et a dû être remplacé par Jack Haley. Margaret Hamilton a subi de graves brûlures lors d'un incendie. Les puissantes lumières Technicolor chauffaient les décors jusqu'à ce que la température atteigne près de 100 degrés. Les reprises ont duré des mois et chaque retard a ajouté des dépenses supplémentaires. Certaines personnes ont ensuite cru que la comptabilité du studio contribuait à transformer les bénéfices en pertes sur papier en transférant les bénéfices pour éviter les impôts et les primes. Quelle que soit la vérité, le film n'est devenu rentable que des années plus tard, lorsqu'il est revenu en salle et a ensuite trouvé une nouvelle vie à la télévision. Ce qu'on appelait autrefois un échec s'est lentement transformé en un film qui a rapporté de l'argent année après année. La saison des récompenses arriva au début des années 1940 et les espoirs revinrent. Le Magicien d'Oz a reçu 6 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film, mais il s'est heurté à un concurrent géant. Autant en emporte, Le Vent a dominé la cérémonie et a remporté 8 prix, dont celui du meilleur film et de la meilleure actrice pour Vivien Leigh. Oz a perdu dans la direction artistique, les effets spéciaux et le scénario également. La production difficile du film avait produit quelque chose de magique, mais les électeurs semblaient attirés par la grande histoire de la guerre civile plutôt que par un fantasme coloré. Même Judy Garland n'a pas été élue meilleure actrice bien qu'elle ait porté le film. Elle avait enduré de longues heures et une pression constante alors qu'elle était encore adolescente, mais sa performance était considérée comme quelque chose de moins sérieux. La déception est restée avec elle pendant des années, et elle a rarement regardé le film parce que les souvenirs derrière lui étaient trop douloureux. Pourtant, 2 moments brillants sont ressortis de la cérémonie. Over the Rainbow a remporté le prix de la meilleure chanson originale et Herbert Stothart a reçu le prix de la meilleure musique originale. La chanson a presque disparu avant que quiconque ne l'entende. Les dirigeants du studio pensaient que cela ralentissait l'histoire et doutaient que les enfants s'intéressent à un moment aussi calme. Ils ont fait valoir qu'une adolescente de ferme chantant seule dans une basse-cour semblait ennuyeuse et inutile. Plusieurs fois, la chanson a été coupée du film et à chaque fois, quelqu'un s'est battu pour la ramener. Le producteur Mervyn LeRoy a insisté pour que le film reste et le réalisateur Victor Fleming a accepté. La décision s'est avérée juste. Une fois que le public a entendu Garland le chanter, la mélodie est restée avec eux longtemps après la fin du film. La musique de Stothart a tissé l'histoire avec des thèmes qui ont suivi Dorothy du Kansas à Oz, et son prix ressemblait à une reconnaissance pour une production qui avait mis à l'épreuve toutes les personnes impliquées. L'éclairage intense à lui seul a fait grimper les coûts d'électricité par centaines de milliers, tandis que le maquillage fondait sous la chaleur et que les costumes devenaient lourds de sueur. Même les acteurs de Munchkin ont lutté pendant de longues journées, tandis que les acteurs avançaient scène par scène. Judy Garland a reçu cette année-là un prix spécial pour les jeunes pour ses performances dans Le Magicien d'Oz et Babes in Arms. La petite statue d'Oscar ressemblait presque à un jouet dans ses mains, et elle la tenait fermement tout en remerciant le public. À 17 ans, elle avait créé l'un des personnages les plus mémorables de l'histoire du cinéma, mais ce prix a rappelé à beaucoup de gens qu'elle était encore considérée comme une enfant interprète plutôt que comme une actrice sérieuse, derrière les applaudissements. Elle transportait des souvenirs de journées de travail épuisantes et de pressions incessantes pour paraître et performer d'une certaine manière.
Alors que le film approchait de sa sortie, l'histoire de Buddy Ebsen avait déjà pris une tournure effrayante. Il a endossé le rôle de Tin Man avec enthousiasme et a travaillé pendant 10 jours complets à répéter et à filmer des scènes avec Judy Garland. Un soir après le dîner, il eut soudain du mal à respirer. L'air semblait bloqué et sa poitrine ne se dilatait pas. La panique s'est installée alors que ses poumons semblaient gelés sur place et que sa femme a appelé une ambulance qui l'a transporté à l'hôpital Good Samaritan de Los Angeles. Les médecins ont découvert que la poussière d'aluminium provenant de son maquillage avait rempli ses poumons. La poudre avait été pulvérisée encore et encore sur une base blanche pour créer l'éclat métallique brillant de Tin Man. Et chaque jour, Ebsen en inhalait davantage. Les particules s'accumulèrent en lui jusqu'à ce que la respiration devienne presque impossible. Il est resté dans un état critique dans une tente à oxygène pendant des semaines et pensait qu'il pourrait y mourir. Au début, le studio a pensé qu'il exagérait et lui a ordonné de retourner au travail, mais lorsque les dirigeants se sont rendus à l'hôpital, ils l'ont vu allongé dans un poumon d'acier qui faisait entrer de l'air dans son corps. C'est seulement à ce moment-là qu'ils ont réalisé à quel point la situation était devenue grave. Il y est resté plus de 2 semaines avant de se rétablir lentement dans un hôtel de Coronado et de finalement rentrer chez lui. À ce moment-là, le rôle était passé à Jack Haley. Le maquillage avait été le véritable danger. La fine poudre d'aluminium flottait dans l'air à chaque fois qu'elle était appliquée, et Ebsen la respirait constamment sans aucune protection. Des tests ont ensuite montré que la poussière s'était déposée profondément dans ses poumons où elle bloquait l'oxygène et provoquait de violentes crampes dans tout son corps. Ce qui paraissait beau devant la caméra s'est avéré mortel dans la vraie vie. Lorsque Jack Haley l'a remplacé, le studio a changé la formule. Au lieu de poudre libre, ils utilisaient une pâte d'aluminium épaisse qui pouvait s'étaler comme de la crème. Il est resté sur la peau sans flotter dans les airs, et Haley a pu continuer son rôle même si le maquillage provoquait toujours des irritations et des infections. Le changement a permis à la production de continuer, mais le danger est resté une partie de l'histoire du film. Margaret Hamilton a fait face à son propre cauchemar en jouant la méchante sorcière. Un après-midi, elle s'apprêtait à filmer une scène où la sorcière disparaît dans un éclat de feu et de fumée. Le plan était simple. Elle montait dans un ascenseur caché dans le sol, descendait sous la scène, puis des flammes jaillissaient vers le haut après son départ, sain et sauf. La première tentative a fonctionné, mais plus tard, nous avons rencontré des problèmes car la fumée ne semblait pas bonne et l'ascenseur était bloqué. Le réalisateur Victor Fleming s'est impatienté et a exigé que le tournage soit terminé rapidement. Sur la prise suivante, les flammes ont éclaté trop tôt, alors que Hamilton était encore en descente. Le feu se précipita sur son visage et sa main, et une partie de son balai prit feu à côté d'elle. Les membres de l'équipage l'ont éloigné et ont étouffé les flammes, mais les blessures étaient graves. Son visage a subi des brûlures au 2e degré et sa main a été encore plus brûlée. La douleur s'est aggravée lorsque les médecins ont réalisé que son maquillage vert contenait des composés de cuivre qui pourraient l'empoisonner à travers les plaies ouvertes. Ils se sont précipités pour l'enlever avec des produits chimiques puissants jusqu'à ce que toute trace disparaisse. Hamilton a déclaré plus tard que le nettoyage faisait plus mal que les flammes elles-mêmes. Elle a passé 6 semaines à se rétablir et à porter ses cicatrices pour le reste de sa vie. Lorsqu'elle est revenue sur le plateau, elle a refusé de jouer d'autres scènes d'incendie et le studio a accepté d'utiliser des doubles à la place. Un doublé a ensuite été blessé lors d'un effet d'explosion. Un autre rappel de la dangerosité de la production. Hamilton a continué à travailler sur les scènes restantes, déterminé à terminer le rôle, même si l'expérience l'avait changé pour toujours. Tandis que ces dangers se déroulaient sur le plateau, Judy Garland était confrontée à ses propres difficultés. Elle n'avait que 16 ans lorsque le tournage a commencé, mais le studio exigeait de longues heures épuisantes qui s'étendaient souvent toute la nuit. Pour la maintenir éveillée, ils lui ont donné des pilules stimulantes et lorsque le tournage s'est arrêté, ils lui ont donné des somnifères pour qu'elle puisse se reposer avant le début de la journée suivante. Le cycle s'est répété encore et encore jusqu'à ce qu'il redevienne normal. Les drogues l'ont maintenue au travail, mais elles ont lentement pris le contrôle de sa vie. À la fin du tournage, elle dépendait d'eux pour fonctionner. Ce qui a commencé comme un moyen de survivre à de longues journées de travail est devenu une habitude qui l'a suivie pendant des années. Au fond de la forêt hantée, le film a presque pris une tournure abrupte en quelque chose de bruyant et sauvage.
La méchante sorcière était censée envoyer un énorme insecte. Celui qui ressemblait à un moustique sorti d'un cauchemar se dirigeant droit vers Dorothy et ses amis. La morsure était le truc. À la seconde où il atterrissait leur corps, ne les écoutait plus. Leurs pieds faisaient des pas rapides et nerveux. Leurs bras se balançaient comme s'ils étaient tirés par des ficelles et la forêt entière avait l'impression de se moquer d'eux, tandis que les arbres hantés se balançaient presque comme des applaudissements qui ne s'arrêteraient pas. La danse n'était ni mignonne ni calme. Ce fut une frénésie de 6 minutes qui ne cessa de monter jusqu'à ce qu'ils tombent tous les 4 d'épuisement pur. Et c'est à ce moment-là que les singes volants étaient censés se précipiter et les attraper. Pour que ce chaos paraisse parfait, des répétitions s'étendent encore et encore. Bobby Connelly les a entraînés pendant 5 semaines complètes et Judy Garland Raybolger. Jack Haley et Bert Lahr ont continué à le faire encore et encore, jusqu'à ce que les mouvements donnent l'impression qu'ils étaient collés à leurs muscles. C'était un travail non-stop, et c'était important parce que la scène devait donner l'impression qu'un sort s'était emparé de leur corps, pas comme si des acteurs faisaient une routine. Puis après tout ce temps, le tournage s'est déroulé rapidement. Ils l'ont tourné en seulement 4 jours difficiles du 9 au 13 janvier 1939, et le coût a quand même explosé. Le montant a grimpé jusqu'à 80 000 $, ce qui représente encore une somme énorme, et c'est devenu l'une des séquences les plus chères jamais réalisées par MGM. Et puis après toute cette sueur, il a été coupé. Les spectateurs en avant-première l'ont vu, mais les responsables ont commencé à s'inquiéter. Le jitterbug était un grand engouement pour la danse dans les années 1930, et ils craignaient que l'histoire ne se sente coincée à cette époque précise. Ils sentaient également que la bêtise optimiste combattait la sombre tension qui montait dans la forêt juste avant elle. Ainsi, le producteur Mervyn LeRoy l'a supprimé même si des parties de l'audio ont encore survécu aux enregistrements, y compris des travaux antérieurs liés à Buddy Ebsen et la reprise ultérieure avec Jack Haley. Ce qui reste maintenant est principalement le sentiment d'une fête à laquelle vous avez été invité mais jamais atteint, et quelques miettes obsédantes qui font allusion à ce qui existait autrefois. L'un des indices les plus effrayants est cette phrase de sorcière, qui consiste à envoyer un insecte devant, car cela ressemble à une porte qui s'ouvre sur une pièce dans laquelle nous ne sommes plus autorisés à entrer. Ce qui est encore plus douloureux, c'est que le film comportait d'autres grands moments qui étaient également censés atterrir comme un feu d'artifice et qui ont également disparu. Après que Dorothy fait fondre la méchante sorcière, le plan initial n'était pas simplement d'avancer, il était censé éclater en célébration. Les Winky Guards mèneraient un défilé complet vers la cité d'émeraude, et les rues se rempliraient de foules enthousiastes vêtues de couleurs émeraude. Une fanfare faisait retentir des cuivres. Les demoiselles d'honneur lançaient des guirlandes. Les soldats marchaient en formation propre. Les danseurs filaient dans les avenues bondées, et même un prêtre en robe les guidait comme s'il s'agissait d'une victoire royale. La chanson reviendrait dans une grande reprise. Le chant se développait jusqu'à ce que la cité d'émeraude elle-même ait l'impression de chanter. Pour ceux qui l'ont vu dans les premières avant-premières, c'était censé être la plus grande récompense musicale. La grande récompense après tout ce danger. Mais le film durait longtemps et le rythme devenait serré. Il y a eu également des réactions sur le fait que la sorcière se sentait déjà effrayante, en particulier pour les enfants, et le studio a commencé à tailler partout où il le pouvait. Ce défilé a été supprimé, et ce qui reste n'est presque rien. Un petit scintillement est apparu dans une bande-annonce des années plus tard, juste assez pour faire haleter les gens et se demander ce qui avait été perdu. Après cela, l'histoire devient triste d'une autre manière, car à l'époque, de nombreux anciens films n'étaient pas traités comme des trésors. Les pièces ont été jetées détruites ou stockées, de manière à ne pas les protéger. Les incendies et le temps ont fait ce qu'ils font toujours. Alors aujourd'hui, cette immense célébration est surtout un fantôme, fait de photos fixes, de notes de continuité et de la douleur de savoir qu'elle a existé. Et les coupures ne se sont pas arrêtées là, car il y avait aussi un moment plus sombre prévu pour Tin Man, et cela aurait changé la façon dont les gens le voyaient. Après sa chanson sur le désir d'un cœur, la sorcière avait une autre menace en perspective. Elle allait le transformer en ruche, et la scène tournerait à quelque chose d'étrange et de troublant. Les abeilles se déversaient, et l'idée était qu'elles piqueraient, mais leur dard se plierait sur son corps métallique et l'essaim échouerait d'une manière qui rendrait son corps invincible. Des images fixes rares montrent le moment de l'abeille dans une seconde figée,
avec des abeilles sur le bras de Tin Man et Dorothy réagissant à côté de lui. Ce bref clip de bande-annonce taquine le défilé d'Emerald City comme un clin d'œil qui rend les gens fous car il prouve que les images se trouvaient autrefois dans une bobine quelque part. Il existe également des morceaux audio qui ont survécu sur diverses versions comme des signaux musicaux et des prises alternatives ainsi que des enregistrements liés aux premières versions de chansons qui n'ont jamais été finalisées de la même manière. Au fil du temps, les gens ont trouvé de minuscules objets dans des endroits étranges comme des disques de lecture et des transferts sauvegardés par hasard. Et chaque découverte donne aux fans une petite bouffée d'espoir. C'est le genre d'espoir qui pousse les gens à fouiller les greniers, à fouiller dans les vieilles collections et à demander aux familles et des équipages si quelque chose a été gardé discrètement.